Donc allons-y, sans plus tarder, je peux vous dire le trade de manière très simple et très concrète. Donc c'est un trade à 3 équipes, ce qui est d'ailleurs un peu marrant parce que je crois que c'est pas le premier trade à 3 équipes récemment entre ces 3 équipes-là. Il me semble que le trade de Barnes et de DeRozan, le sign and trade, bah oui, forcément il y a Barnes qui va aux Spurs. Ça s'opère un peu comme ça. Bref, on s'en fiche, mais voilà, c'est marrant. Les 3 mêmes GM, ils se sont appelés 6 mois plus tard pour refaire un peu la même chose. Donc, nous avons De'Aaron Fox, évidemment, qui va chez les San Antonio Spurs, et il n'est pas seul, puisqu'il est accompagné de Jordan McLaughlin. Alors, qui est-il? Souvenez-vous, c'est le petit meneur qui a fait des années chez les Wolves, avant de signer aux Kings cet été. Bon, on s'en fiche. Du côté des Kings, on reçoit Zach LaVine, Sidi Sissoko, en provenance des Spurs. 3 premier tour de draft, 25 de Charlotte, mais qui est pas un vrai tour de draft, le 27 de San Antonio et le 2031 de Minnesota. Et puis aussi 3 seconds tours de draft vont chez les Kings, le 2025 de Chicago, le 2028 de Denver, le 2028 des Kings, qui d'ailleurs, je crois, avait déjà été échangé dans le sens inverse, mais dans le trade d'il y a 6 mois. Et puis, côté Bulls, eh bien, on reçoit Zach Collins, on reçoit Trey Jones et on reçoit Kevin Huerter et leur propre choix 2025. Bon. Alors, par où commencer? On a plein d'enjeux dans ce trade et plein de trucs un peu différents à évoquer. Déjà sur la structure du trade, peut-être commençons par là. Le plus important étant De'Aaron Fox à San Antonio. C'est vrai que ça s'était un peu agité depuis quelques jours et notamment ça fait une semaine. Une semaine que De'Aaron Fox a dit il a demandé un peu son transfert de manière officielle, plus ou moins en tout cas. Je veux pas raconter de bêtises, mais voilà, c'était sorti que Fox voulait partir. Et plus que ça, il y avait aussi la news qui était sortie comme quoi non seulement il veut partir des Kings, mais en plus il veut rejoindre les San Antonio Spurs. Et c'est vrai que ça c'est un peu le point central de tout ceci, de cet échange en l'occurrence, c'est que en réalité De'Aaron Fox finalement a complètement coupé l'herbe sous le pied des Kings. Et d'ailleurs c'est un peu pour ça que ce week-end là on discutait un peu sur Twitter notamment, et moi j'ai fait un tweet en mode mais non, en fait il y a aucune chance que Stephen Castle soit inclus dans l'échange pour plusieurs raisons, mais notamment le fait que en réalité dans cet échange potentiel, dans ces discussions en tout cas, les Spurs avaient ce qu'on appelle le leverage, quoi, avaient l'ascendant, peut-être on peut le dire en français, avaient le pouvoir. Ceux qui avaient le poids des négociations étaient pour eux, en fait, pour la simple et bonne raison que Fox a dit qu'il voulait venir chez eux, et en plus, il était bientôt en fin de contrat. Fox, il lui reste plus que 1 an et demi de contrat, donc il reste cette saison de 25, plus 26, et ensuite il sera en free agent. Mais donc voilà, il y avait un peu un combo de non seulement les Kings ont pas trop le choix, parce que fin de contrat, c'est un peu maintenant ou jamais, voilà. Et c'est même, en plus, tu vends pas un contrat long, donc tu obtiens toujours un peu moins, bien sûr. Et puis l'autre aspect si en plus Fox il dit qu'il veut aller que à cet endroit, forcément que non seulement les autres équipes vont être un peu découragées, parce que tu te dis je vais pas lâcher des assets pour un mec qui ensuite va partir, CF, ce qui se passe actuellement avec Jimmy Butler, où c'est pareil, il joue un peu de ça, et de sa future free agency qui arrive en mode non, ne faites pas l'échange parce que sinon je me barre et vous aurez payé pour rien, grosso modo. Donc ça c'est le premier aspect, et puis en plus, de l'autre côté, non seulement ça dissuade d'autres acheteurs, donc il n'y a pas d'enchère, donc il n'y a pas une bonne offre, mais en plus, ça donne aussi les pleins pouvoirs, en un sens, aux Spurs, qui sont là en mode, finalement, le mec veut venir chez nous. Quel intérêt on aurait à échanger et à donner beaucoup? On n'a aucune raison de concéder pas mal de choses dans l'échange, puisque au grand maximum, mais vraiment grand maximum, si vraiment le mec veut venir chez nous, on attend 1 an et demi, et puis le mec sera là dans 1 an et demi. Donc c'est pour ça que quand c'est un peu sorti le fait que Stephen Castle finalement pourrait être mis dans la balance, les Kings pourraient exiger un Stephen Castle, non, pour la simple et bonne raison que déjà Stephen Castle montre de très 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 belles choses. Moi c'est un peu ce que je dis sur Twitter aussi, c'est qu'en plus pour moi il y a une chance que il sait pas non plus sûr et certain qu'il va atteindre son potentiel maximum. Bien sûr que non. Par contre, pour moi, s'il l'atteint, on est peut-être sur potentiellement le meilleur joueur de la QV, à mon sens, parce qu'il y a un combo de défense, de qualité athlétique fonctionnelle et de passing aussi de haut niveau, plus le drive. Enfin, bref, je trouve que, par exemple, on prend Riz Haché, c'est, pour moi, il y a un potentiel un peu plus bas, même si il est déjà peut-être un peu plus fonctionnel, et qu'il y a plus de chances qu'il atteigne son potentiel maximum. Mais le plafond est un peu
plus bas, je trouve. Alors que, enfin, il y a pas ce côté qualité athlétique d'élite, ce côté passing, c'est voilà les trucs qui font un joueur superstar ou star en tout cas. Donc moi je trouve que Castle démontrait beaucoup trop de choses et puis c'est un mec quand tu viens drafter très très haut à peine il y a quelques mois, non tu le lâches pas, en tout cas pas pour De'Aaron Fox, hein. Tu à la limite ça aurait été Luka Doncic, oui, comme d'ailleurs je l'avais mis dans le tweet un jour avant le trade de Doncic, mais si c'est Giannis ou Doncic, oui évidemment peut-être tu peux envisager voire même que tu le lâches, mais pour De'Aaron Fox c'est vrai que moi je pensais que c'était un peu un cran en dessous, donc voilà, aucun intérêt à lâcher Castle dans ce cas-là. Surtout, comme dit, si, en fait, tu vas pas le lâcher juste pour, grosso modo, hein, le prix, ce serait, je paye, hein, entre guillemets, je paye. Et ce que me coûte le fait de lâcher Castle, c'est pour jouer avec De'Aaron Fox quelques mois de plus. C'est un non-sens. Parce que, encore une fois, hein, si vraiment le mec veut venir, bah, tu viens. Bah, il vient et on attend un peu et il vient gratuit, en fait. Donc en fait, si les Spurs avaient échangé Castle, c'était un peu en mode, on échange Castle. Pourquoi? En fait, juste pour quelques mois de plus. Voilà. Pour qu'ils viennent maintenant, plutôt que d'ici, 6, 12 ou 18 mois, quoi. Grosso modo. Donc c'est un peu, voilà, c'est quand même cher payé toute une carrière de Stephen Castle et son potentiel, juste pour avoir le mec, un peu plus tôt. Alors qu'en fait, au final, bah, juste attends et en fait, t'as les deux ensemble. C'est ça le point central aussi. C'est que t'as juste à attendre et tu viens ensemble. Et finalement, ça aussi, c'est le point le plus important de tout ça. Quel était le seul scénario où, en effet, les Spurs auraient peut-être dû se bouger un peu et mettre 2-3 assets intéressants dans la balance, c'est si d'autres équipes étaient intéressées et auraient été prêtes à mettre beaucoup de trucs sur la table pour De'Aaron Fox. Si nous aussi les Spurs on veut absolument De'Aaron Fox mais que quelqu'un d'autre le veut, bon peut-être on peut négocier effectivement faire monter notre prix. Mais souvenez-vous en l'occurrence pourquoi il n'y a pas eu ça, parce que comme on l'a dit, Fox avait annoncé directement vouloir aller chez les Spurs. Donc en fait, cette simple déclaration a empêché, a privé toute concurrence. Et c'est très bien négocié de la part de Rich Paul, on va en parler. Mais ça, c'est aussi le coup de maître et le coup de grâce contre les Kings et le coup de maître pour les Spurs, c'est que t'es un joueur qui dit non mais je veux aller aux Spurs. Donc finalement, on l'a déjà expliqué, mais les autres équipes n'ont pas vraiment d'intérêt à mettre des trucs sur la table. Donc ce qui permet qu'il n'y ait pas d'enchère, donc ce qui permet que les Spurs ne sont pas en urgence de timing, voire même de mettre des assets sur la table. Donc voilà, ça s'est conclu pour finalement un prix qui, on peut le dire, était assez dérisoire, hein, pour le coup. Les Spurs n'abandonnent quasiment rien dans l'échange. Et donc, détaillons un peu précisément qu'est-ce que les Spurs ont abandonné pour tout ça, même si c'est un trade en triangle, mais vous allez voir. Bah, en vérité, ils abandonnent pas grand-chose. Hein. Ils payent, non seulement ils ne donnent pas d'assets hyper précieux, donc évidemment on lâche pas Castle, bien entendu, dont la valeur est bien plus grande que cette situation ne le réclamait. Tu ne lâches pas, d'ailleurs, au passage, il y a pas non plus un Devin Vassell, hein, par exemple, qui est mis dans l'échange. T'as pas non plus de jeunes hyper talentueux que tu abandonnes. Bon, il y a Trey Jones que j'aime bien, que d'ailleurs j'avais dans ma All Hipster Team en 2021, hein, souvenez-vous. Donc je l'aime bien depuis pas mal de temps et qui a explosé, c'est cool. Mais bon, voilà, avec déjà quand tu récupères Fox, tu récupères un meneur, et puis en plus t'as Chris Paul, et puis voilà, c'est sympathique Trey Jones, mais c'est pas calibre une équipe qui va prétendre à de très très grandes choses. Bref, donc pas trop d'assets consignés, même aucun. Alors il y a Sidi Sissoko qui s'en va, le français, d'accord. Et de l'autre côté en plus, même pas trop forcément d'énormes contrats qui ont été lâchés. Donc là, je pense le contrat de Vassell, ok, mais même surtout le contrat de Keldon Johnson, qui, à mon sens, a été signé et prolongé dans l'optique de l'échanger, sauf si sa dynamique de progression reprend de plus belle et qu'il explose, hein, mais pour l'instant, c'est pas trop le cas. Mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, Keldon Johnson, c'est un joueur sympathique, un peu décevant depuis 2-3 ans, parce que ça progresse pas autant qu'on le voudrait. Et je pense que Keldon Johnson est une cartouche fabuleuse pour monter un trade. Parce que quand t'as une équipe jeune, t'as pas des tonnes de gros contrats que tu peux échanger pour accumuler une certaine somme pour envoyer contre quelqu'un d'autre. En l'occurrence, voilà, ils ont même pas échangé la cartouche Keldon Johnson. Donc ça, c'est quand même très cool. Et qu'est-ce qu'ils ont abandonné dans le lot? Ils ont utilisé le contrat de Zach Collins. Et c'est vrai que Zach Collins, en dehors des blessures, qui est toujours un peu le problème de sa carrière, Zach Collins, bon, je vais pas mentir, hein, moi j'ai pas vu à ce point 25 matchs des Spurs cette saison encore. On a quand même 2-3 retours comme quoi c'est un peu moins bien. Et d'ailleurs, moi il y a des fois où j'ai vu les Spurs et je pensais qu'il était encore blessé. Et en fait non, c'est juste par exemple un Charles Bassey qui lui était passé devant dans la rotation. Charles Bassey. Ou alors les Spurs qui choisissent de jouer petit avec Jeremy Soran. Donc
Voilà, côté Spurs, t'abandonnes quand même pas beaucoup quand tu lâches un Zach Collins et qui, ça c'est aussi chanceux, bah, il avait un plutôt gros contrat. Enfin, contrat relativement important, je veux dire, il était pas payé au minimum, je crois qu'il était autour des 10-12 millions, hein, si je ne dis pas de bêtises, un truc comme ça. Mais non, en plus, le truc chanceux, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu besoin de dégainer la cartouche du contrat de Keldon Johnson, parce que, voilà, dans un échange, il faut évidemment, vous le savez, avoir des sommes à peu près similaires pour avoir un équilibre des salaires, voilà, évidemment. Et donc, De'Aaron Fox, qui était à 35, je crois, 35-36, bah, si toi tu encaisses 35, il faut a priori que tu fasses sortir au moins autant d'argent. C'est un peu l'idée. Ou l'inverse d'ailleurs. Bref, n'importe quel sens. Vous avez compris. Et la chance, l'opportunité qu'ont eu les Spurs, c'est qu'au final, bah, ils ont juste à lâcher Zach Collins, et puis bon, peut-être le petit contrat de Trey Jones et autres. Mais surtout, en fait, il y a un trade en triangle. Et donc, en l'occurrence, les Kings qui lâchent 36, ben, c'est pas les Spurs qui envoient beaucoup d'argent de l'autre côté, donc ils n'ont pas besoin de se déplumer, ils ont même pas besoin d'envoyer Keldon Johnson, puisque les Bulls envoient le contrat de Zach LaVine. Et oui, et donc là, ça vient combler l'équation côté Kings, grosso modo, et puis de l'autre côté, qu'est-ce qui marche aussi? Les Bulls, eux, bah, ils envoient beaucoup d'argent avec Zach Collins, et qu'est-ce qu'ils ont en retour? Eh ben, les Kings qui envoient aussi le contrat de Kevin Huerter. Kevin Huerter qui, en l'occurrence, ne jouait plus trop, mais qui était encore payé 18 millions l'année, donc il vient un peu servir de boucher les trous, grosso modo. Voilà comment est-ce qu'on arrive à peu près au niveau d'un équilibre des salaires. Mais donc ça, c'est pour le côté somme d'argent. Mais donc, surtout, qu'est-ce que les Spurs, en dehors de Zach Collins, on s'en fiche. Bon, Sidi Sissoko, c'est dommage pour lui, mais je veux dire, c'est pas un joueur hyper établi en NBA ou quoi que ce soit, donc c'est pas non plus une grande perte pour la franchise de San Antonio d'un point de vue sportif et asset, on va dire. Trey Jones, comme dit, bah, vu que tu reçois un meneur en retour, la perte relative à ça est quand même moins grande que dans peut-être d'autres situations, et puis de toute façon, ça reste Trey Jones, sympa mais pas plus. Mais par contre, donc, on a aussi les assets qui ont été concédés en termes de choix de draft. Et donc là, comment est-ce que les Spurs s'en sortent? Premièrement, le prix que eux ont payé, nous avons le choix de draft des Hornets 2025. Bon, ce qu'il faut savoir avec ce choix, on peut dire, ah ouais, cool, Hornets 2025, donc c'est le choix de cette année, très cool, parce que les Hornets sont nuls. Sauf que, nuance, les Hornets, ils ont protégé ce choix-là. Il est protégé 1 à 14. Donc, en fait, il est littéralement protégé loterie. Or, il suffit donc que les Hornets, qui sont déjà nuls, qui sont blessés, Brandon Miller, fin de saison, etc., il leur suffit juste de pas faire le play-in, d'être dans les équipes qui ne font pas le play-in, et ils sont mécaniquement, même littéralement, ils sont assurés d'être dans la loterie. Voilà. Donc, la protection va s'appliquer, le choix ne va pas partir, les Hornets vont le garder, et en plus, la protection a été bâtie de telle sorte que si la protection s'active, ensuite, le choix, il est pas repoussé à l'année d'après. Ça peut être, en général, ça peut fonctionner comme ça, mais ça peut aussi fonctionner de telle manière, de la manière suivante. Donc, en l'occurrence, le choix n'est pas reporté d'une année ou d'une autre, le choix devient 2 choix du second tour. Donc déjà, c'est pas pareil. Les Spurs ont abandonné ce choix-là, qui en fait, c'est, grosso modo, on a compris, 2 choix du second tour. C'est pas pareil, hein, le pick 2025 des Hornets protégé loterie, ou un pick, le pick des Brooklyn Nets non protégé, qui est devenu Jason Tatum à l'époque. Voilà, évidemment, tous les premiers choix ne se valent pas, premièrement. L'autre truc qu'ils ont aussi concédé dans l'échange, on a dit, il y a 3 tours de draft qui vont côté Sacramento. Nous avons aussi les Spurs qui abandonnent le choix 2027. Donc là, on peut se dire, c'est quand même leur choix à eux, donc c'est un vrai tour de draft. Bon, déjà, premièrement, 2027, vu que tu as Wembanyama, a priori, tu vas être assez bon. En plus, le groupe est assez jeune, donc il n'y a pas que Wemby, mais tout le monde va progresser. Donc, ça ne devrait pas être un choix très haut placé. Et surtout, en fait, pourquoi est-ce qu'ils abandonnent le leur de choix non protégé? Parce qu'en fait, ils en ont un autre de 2027, ils ont le choix 2027 des Hawks. Et même le choix 2027 des Hawks non protégé, qu'ils ont obtenu, souvenez-vous, dans l'échange à l'époque de Dejounte Murray. Donc en fait, certes, les Spurs concèdent ils n'ont pas leur pick en 2027, mais ils ont tout de même un pick en 2027, et quitte à choisir, ils ont gardé le meilleur. Ils ont gardé celui qui peut potentiellement rapporter le plus, le 2027 des Hawks, et puis un 3e pick qui s'en va dans l'échange. Et là, je sais pas trop, c'est le choix 2031 des Minnesota Timberwolves. Mais alors, souvenez-vous, comment est-ce que les Spurs étaient en possession du choix 2031 des Timberwolves? En fait, c'était l'échange de Rob Dillingham. Voilà,
leur Rob Dillingham, la draft, à la dernière draft, qui était un choix à la base des Spurs, hein, c'est les Spurs qui avaient les pics, qui l'ont échangé aux Wolves. Et les Wolves, pour avoir Dillingham, donc ils devraient quand même bien l'aimer, ils avaient concédé le choix 2031 de leur propre draft, mais en non protégé. Donc là, pour le coup, c'est vrai que les Spurs, après, il n'était pas eux de base, hein, mais c'est vrai que ça aurait pu être un asset intéressant, je trouve, qui, on sait jamais, hein, enfin je veux dire, ça peut aller tellement vite en NBA. On peut se dire aussi, bon, il y aura Anthony Edwards, hein, toujours, a priori, en 2031, peut-être, donc ça devrait encore plutôt pas mal rouler. Mais bon, voilà quoi, c'est dans 6 ans. Hein. Dans 6 ans, le pic 2031 d'une équipe qui actuellement est dans le second apron, qui donc a des possibilités un peu limitées, qui a un Rudy Gobert qui sera très vieux et donc qui sera plus bon forcément à ce moment-là, ou voire même plus là du tout. Je disais donc financièrement c'est un peu compliqué, donc pourquoi pas des difficultés à entourer Edwards de la bonne manière, donc pourquoi pas un Edwards qui s'en va. Je sais pas trop, on verra quand on y sera, mais c'est pas impossible que ce pic devienne quelque chose de bien quoi au final. Donc ça pour le coup, oui, c'est peut-être le plus gros prix, je trouve que les Spurs ont payé, c'est non pas un truc sûr, mais la possibilité d'abandonner, enfin la possibilité que le pic 31 soit des Wolves soit un très bon pic. Voilà. Donc voilà comment est-ce que les Spurs s'en sont tirés avec finalement zéro gros contrat concédé. Ils ont eu De'Aaron Fox et contre des trucs un peu futurs, un peu lointains et pas forcément que de bonne qualité. Donc voilà. Ne retenez pas 3 premiers tours de draft. Retenez surtout, il y en a de Charlotte qui finalement n'est pas un premier tour de draft. Ça va se transformer. Il y en a un des Spurs, ok, mais sauf que les Spurs gardent le meilleur des deux qu'ils avaient, c'est-à-dire celui des Hawks non protégés. Et puis, effectivement, le 2031 des Wolves, ça qui pourrait rapporter un peu plus côté Kings. Donc voilà le prix qu'ont payé les Spurs. Et en effet, peut-être petit point là-dessus, c'est vrai que bon, on peut ne pas l'aimer, on peut ne pas apprécier ses méthodes. En l'occurrence, si justement on ne l'apprécie pas, c'est parce que Rich Paul fait du bon boulot. Hein. Enfin malheureusement, je sais pas si on peut dire malheureusement, mais en tout cas, Rich Paul fait du bon boulot. Alors moi, ce qui me dérange un peu plus, c'était l'affaire Anthony Davis, hein, où en fait il servait les intérêts de son client, mais en l'occurrence, c'était pas qu'Anthony Davis son client, c'était aussi LeBron James. Ça me dérange profondément. Et c'était peut-être pas normal. Mais bref, mais non. Là, en l'occurrence, c'est juste un mec qui sert complètement les intérêts de son client. Son client veut se barrer, son client ne veut plus être aux Kings, et son client veut aller dans une bonne équipe, les Spurs. C'est pas cool, hein. C'est pas cool du tout pour les Kings qui, on l'a expliqué, ont été bloqués, ont eu des offres beaucoup moins bonnes, n'ont pas eu d'enchères, ont été forcés un peu d'accepter ce que les Spurs avaient à offrir, etc. Mais donc c'est pas cool pour les Kings, mais justement c'est cool pour De'Aaron Fox. Donc en l'occurrence Rich Paul, bien joué quoi. Enfin il fait son travail en tout cas. On peut ne pas l'aimer et on peut trouver ça pas bien. Si on est fan des Kings, je pense qu'on est un peu énervé. Bon par définition il a fait ce qui était le mieux pour son client et il y est arrivé. En à peine 1 ou 2 semaines là. Alors apparemment ça traînait depuis quelques temps, mais je veux dire publiquement c'est sorti depuis 1 semaine et le mec est arrivé non seulement à le faire bouger, ce que voulait apparemment De'Aaron Fox, et en plus à le faire bouger dans sa destination rêvée. Donc là je dis bravo, chapeau monsieur Rich Paul. Et puis oui, petit écart rapidement sur ça. J'ai rien lu dessus. Hein. Je n'ai rien lu dessus. C'est purement moi de mon fait. Il y a pas d'insider, il y a pas de source, il y a pas de ou alors ce source le Basket Lab, mais c'est rien du tout. Même pas. J'ai pas de source. C'est juste moi qui invente. Je pense que en un sens, ça arrange Rich Paul. Ça arrange Rich Paul aussi que Fox aille aux Spurs. On va en parler, hein. Fox n'est peut-être pas le joueur parfait côté Spurs. Par contre, c'est vrai que déjà pour n'importe qui, jouer avec Wemby dans le référentiel de Fox, c'est le scénario parfait, idéal, ok. Mais je pense aussi, je soupçonne un peu le clan Rich Paul de vouloir un peu s'infiltrer et voilà, de désormais avoir Fox aux Spurs. Ça va permettre un peu de s'implanter chez les Spurs et donc pourquoi pas de côtoyer au quotidien ou pas loin, ou en tout cas régulièrement, un certain Victor Wembanyama, et de pourquoi pas finalement essayer de l'attirer dans son agence, très très simplement. Là encore, on peut trouver ça pas bien ou quoi que ce soit, mais c'est son job d'agent pour le coup. Et ça, il a tout intérêt, et tant mieux pour lui. C'est littéralement son boulot d'essayer en tout cas. Ça veut pas dire qu'il va y arriver, ça veut pas dire que Wemby va quitter son agence actuelle, qui je crois que c'est comme Sport, si je dis pas de bêtises, agence française. Mais voilà, le Rich Paul, à mon avis, il va essayer. Et je pense que Rich Paul est en train de s'affirmer depuis quand même quelques années comme le plus gros agent de NBA ou pas loin, un des principaux, notamment parce qu'il avait son copain d'enfance, LeBron James. Mais pas que. Aujourd'hui, il a plein de joueurs. Alors, il y a des cas, ça s'est un peu mal passé. CF, Nerlens Noel, pour aller lire, ils ont eu un procès, les deux entre eux.
mais en général, ça se passe bien. En général, d'ailleurs, il a Anthony Davis. En général, Rich Paul arrive à ses fins, pardon, je trouve plus mes mots. Il arrive à faire à peu près ce que son client veut, donc il est quand même assez compétent. On peut déplorer les manières parfois ou l'ingérence des Lakers, en l'occurrence, mais bon, il est quand même bien et je veux dire, c'est son boulot de faire ça. Et je pense que le gagnant du week-end, c'est Rich Paul, pour le coup, parce que non seulement il a bien servi les intérêts de son nouveau client, De'Aaron Fox, qu'il a pris il y a quelques mois à peine. On en avait parlé dans l'hebdo, je crois, en début de saison, donc c'est assez récent, je crois, le fait que Fox soit passé avec Rich Paul. Donc voilà, il a des résultats auprès de son propre client, et en plus, donc, il va pouvoir il a mis un pied dans la porte chez les Spurs et chez Wemby, donc à suivre. Et de l'autre côté, il a aussi Luka Doncic, qui est arrivé chez les Lakers. Les Lakers, oui, il est un peu chez lui, chez les Lakers, avec LeBron James, etc. Donc, en fait, petite parenthèse rapide, mais effectivement, Rich Paul, je me demande à quel point, pour moi, c'est un peu le gagnant du jour, parce que LeBron commence à vieillir, et puis c'est bientôt la fin, d'ici 6 mois, 12 mois, 18 mois, je ne sais pas. Mais Rich Paul pourrait rester et conserver son titre de meilleur agent le plus influent, s'il arrive à faire un des deux, voire les deux, Wembanyama et Luka Doncic, mais bref, passons là-dessus. Donc voilà pourquoi est-ce que le trade s'est fait de cette manière-ci. Finalement, c'est pas très cher payé, on peut être d'accord là-dessus, à cause de Rich Paul, à cause de cette question de leverage, de pouvoir, de qui a l'ascendant et qui a la main mise dans les négociations. Finalement, c'était les Spurs, c'était De'Aaron Fox et c'était pas les Sacramento Kings.